chers amis, le Shio nous unit tous depuis Genève jusqu'au Kotel, je vois même. Alors, je vais partager l'écran avec le Shio et le texte qu'on a sur le Maïmonide. On se trouve dans les lois de Yom Tov, le 4e chapitre. C'est un chapitre qui est très important. Et on a le texte avec les voyelles pour ce soir. Est-ce que vous voyez tous le texte? Ouais. Oui, oui. C'est OK. Alors, le Maïmonide nous dit la chose suivante. La première halakha, Ein motzi'in et ha'esh, lo min ha'etzim, velo min ha'avanim, velo min ha'matachot. On n'a pas le droit de faire sortir du feu durant Yom Tov. Important de préciser, vu que Yom Tov, on a le droit d'allumer une flamme à partir d'une flamme qui existe déjà. On n'a pas le droit de faire sortir du nouveau feu, ni avec du bois, ni avec des pierres, etc. En les frottant pour faire sortir les étincelles. Ou bien il y a du certain gaz combustible que l'on peut uniquement le secouer. Il y a déjà du feu qui en ressort. Ça aussi c'est interdit vu que c'est créer du feu et créer le feu, j'ai pu le faire avant le Yom Tov. Ou bien mettre un certain ustensile qui a de l'eau avec du lin contre le soleil pour que ça tape et que ça prenne feu. Tout ça, que ce soit activement que je frotte, ou bien que ce soit que je le mette sous le soleil, tout est combiné pour faire créer du nouveau feu, c'est interdit à Yom Tov. Vu que Yom Tov, on a permis uniquement d'allumer à partir d'une flamme existante et pas d'allumer un nouveau feu, vu que c'était possible de le faire avant le Yom Tov. Et la deuxième halakha, Af al pi she'utra avara b'Yom Tov shelo letzorech, asur lechabot et ha'esh afilu uvara letzorech achila, shakibui melacha, le'en bo tzorech achila klal. Une chose très, très intéressante. Malgré qu'on a permis Yom Tov de faire brûler un feu, et on n'était pas spécifique à ça que c'est uniquement d'allumer un feu à partir d'une flamme existante pour manger, mais également pour les autres choses. Par exemple, pour les bougies pour la fête. On a le droit également d'allumer une bougie à partir d'une autre. On le fait d'ailleurs chaque fête, le deuxième soir. On a une longue bougie qui dure plus que 24 heures. Ensuite, on allume à partir de cette flamme pour les autres bougies. Donc on voit que c'est pas seulement pour manger, mais c'est aussi pour des autres raisons. Pour les autres utilités, on a le droit d'allumer un feu Yom Tov. Mais d'éteindre, on n'a jamais le droit. Pourquoi? Parce que d'éteindre, il n'y avait jamais aucune nécessité dans aucun cas de figure pour le manger. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais permis d'éteindre un feu Yom Tov. On n'éteint ni le feu ni la bougie. Si on l'a fait, on est passible de malkot. Troisième halakha, Ein mechabin et adleka glatzim lamod b'Yom Tov k'derech she'ein mechabin b'Shabbat. Ela manicha veyetzer. On n'a pas le droit d'éteindre le feu pour pouvoir sauver des biens, Yom Tov, de la même façon qu'on n'a pas le droit d'éteindre Shabbat. Donc le seul cas qu'on a le droit d'éteindre le feu, c'est s'il y a un cas de force, un cas de danger de vie. Puis quoi que nefesh. Mais juste pour sauver des biens, on n'a pas le droit, même si une personne pour lui, ses biens sont plus chers que sa vie, ça ne change pas, on n'a pas le droit d'éteindre le feu pour sauver ses biens. ואין מחמין דנר בפני תשמיש המיטה, לא כופה עליו כלי או עושה מחיצה בינו לבין הנר ומוציאו לבית אחר. ואם אינו יכול לעשות אחת מכל אלו, הרי זה אסור לכבות, אסור לשמש אף תכלה מאליה. Alors, une personne qui a le feu, il a une bougie qui est allumée dans sa pièce, donc il ne pourra pas faire de relations, vu que la halakha nous interdit de faire les relations s'il y a une bougie qui est allumée, il faut que ce soit obscur. Alors, dans ce cas-là, soit il déplace la bougie, soit il essaye de recouvrir avec une autre chose, mais sans l'éteindre, soit il attend jusqu'à ce que ça s'éteint. Ça, c'est les trois options qu'il a devant lui. 5 halakha, mutar letatel tanav udaluk ben gozrin shema yirbe.
on a le droit de déplacer la bougie, allumer, et on ne décrète pas, non, ne la bouge pas, parce que quand on bouge la bougie, alors, il y a des fois, lorsqu'on porte la bougie, ça pourra s'éteindre. Non, on compte sur lui qu'il pourra allumer la bougie sans l'éteindre, et on ne craint pas ce que ça va s'éteindre. Si ça s'éteint sans faire exprès, c'est pas lui qui l'a fait du tout, c'est un autre vent, mais vraiment sans intention, il n'aura pas transgressé de la vera. Et le chidouche ici, c'est que c'est pas psygréché, bon, un sujet en soi, mais pour dire que s'il y a une chose qui est sûre et certain que ça va arriver, on n'a pas le droit de le faire. Même si je ne le fais pas directement. D'ouvrir une porte avec un courant d'air derrière, c'est certain que ça va éteindre les bougies, j'ai pas le droit de le faire. Mais si d'habitude, lorsque j'ouvre la porte, tout se passe bien, et pile lorsque j'ai ouvert, il y avait un gros courant d'air qui arrivait, alors là, on n'a pas transgressé. Donc c'est ce qu'on dit, on a le droit de transporter une bougie Yom Tov, et on n'a pas décrété de peur que ça va s'éteindre. On n'a pas le droit de poser la bougie, je peux la transporter, mais pas de la poser sur un arbre, sur un palmier. Il ramène l'exemple, parce qu'on a déjà dit la règle qu'on n'a pas le droit ni Shabbat ni Yom Tov de se servir des choses qui sont toujours attachées au sol, des arbres, des plantations qui sont toujours attachées au sol. Et la halacha vav. En ma'ashnin ktoret b'yom tov ilteh shu mechabeh ואפילו לריח בה. זה אומר לגמר את הבית ואת הכלים שהוא אסור, ומותר לעשן את הפירות כדי שיוכשרו לאכילה, כמו שמותר לצלות בשר על האש. ומתקין את החרדה בגרחן של מתך, אבל לא בגרחן של עץ, ilteh shu mechabeh, ומכבים את העץ כדי שלא תתעשן הקדרה או המים. Alors, il y a différentes choses que la personne ne considère pas forcément que ça s'appelle éteindre. Lui, il pense que non. Lui, il pense que c'est l'utilisation. Mais le problème est qu'alachiquement, c'est considéré comme éteindre. Et donc, est-ce qu'on a le droit de fumer des encens? Alors là, le système, comment c'était avec les encens, c'est qu'on mettait des encens et qu'il fallait le brûler et il fallait éteindre le feu pour pouvoir sentir ces encens. Alors là, c'est vrai que c'est la façon que je l'utilise, mais finalement, je suis en train d'éteindre avec ça. Pareil, ce qu'on faisait à l'époque pour pouvoir donner de l'odeur pour les vêtements, c'était qu'on éteignait un feu et ensuite avec la fumée qui intégrait les vêtements, c'était ça qui amenait de bonne odeur. Donc c'était différentes choses qu'on cherchait à ramener de la fumée, mais c'est une forme de mechabeh, c'est une forme d'éteindre le feu, et c'est pour ça que c'est interdit de le faire pendant Yom Tov. Et là, c'était Malacha. En offrin ben mafua b'Yom Tov, שלא הקדוש לעשר יותר שומנים עושים, en offrin משפופרת, en עושים פחמין ואין גונדין על פתילה, ולא מביאים אותה ולא חותכים אותה בשניים בכלי, אבל ממעכה ביד, ושורה אותה בשמן, ומניחים אותה בין שני נרות, ומדליק באמצע, ונמצא לפתילה נחלקת בפי שתי נרות. Alors, on n'a pas le droit de souffler un feu avec un soufflet. Donc ça, c'était une façon comment rajouter le feu. Vous voyez, des fois, quand on fait le feu, des barbecues, alors des fois, on essaie de ramener le vent pour pouvoir intensifier le feu. Alors, dans ça, il ne faut pas le faire comme on a l'habitude de le faire pour la semaine. La semaine, il y a certains soufflets qu'on avait. C'était l'habitude courante de la semaine. Et Yom Tov, il faut changer. Parce que si on va s'occuper du feu pour le renforcer à Yom Tov comme on le fait Shabbat, alors on a la crainte que la personne, finalement, il va oublier qu'aujourd'hui, on se trouve le jour de Yom Tov. Il va également venir à éteindre ici, éteindre là-bas. Et Yom Tov a le droit de rajouter du feu, mais jamais d'éteindre le feu. Alors, est-ce qu'on a le droit de couper la mèche qui se trouve déjà dans le feu? Alors, on n'a pas le droit de couper la mèche, c'est aussi une forme d'éteindre parce que je vais diminuer la force du feu lorsque je vais couper la mèche qui se trouve dans le feu. Alors, je peux couper une mèche pour la mettre dedans, mais la mèche qui est dans le feu, on n'a pas le droit de couper pendant le jour de Yom Tov. Et la 8e halacha, en shobrin et acheret v'chotchin et haniyar, litzlot alehem, en potzin et hakane, לעשותו כמו שפוד
לצלות בו מליח שפוט שנפרץ אף על פי שהוא יכול לפשטו בגדו, אין מתקנים אותו. Alors, différentes choses qu'on parle de faire Yom Tov, c'est un pas de construire quelque chose, et un pas non plus donc de réparer des ustensiles, vu que réparer, c'est considéré comme construire, et donc on n'a pas le droit de réparer différents ustensiles, même si ce sont des ustensiles qui sont très simples, même si c'est juste par exemple un petit roseau pour faire des brochettes, ça aussi, c'est interdit de le réparer pendant Yom Tov, même de réparer le moindre chose, on n'a pas le droit de le réparer le jour de Yom Tov. Et donc, s'il faut briser du kheres, briser un peu de poterie, ça c'est la façon comment le construire, parce que je brise un peu pour pouvoir l'arranger, pour pouvoir m'en servir. Tout ce qui est arrangé des ustensiles, même les choses les plus minimes, casse un peu par-ci, casse un peu par-là, casse le bâton en deux, même réparer le moindre chose, on n'a pas le droit de réparer pendant le jour de Yom Tov. Ça s'appelle Metaken Kli, comme il conclut à la fin de la vie de Malacha. Et il dit dans la Lacha, tête à la fin numéro 9, En mashchizin et asakin ve mashchezet shelo, aval mechadedan gabe ha'et ve gabe cheres ha'even. En morin d'avazel arabim, kede shelo yavo lechadedan ve mashchezet. Est-ce qu'on a le droit de déguiser des couteaux? Donc, parce qu'on a dit que Metaken Kli, de réparer un ustensile, c'est interdit le jour de Shabbat et de Yom Tov. Alors, est-ce que j'ai le droit de juste déguiser l'ustensile? Alors, il dit que déguiser l'ustensile, on n'a pas le droit de le faire avec le mashchezet, on n'a pas le droit de le faire comment ça s'appelle, déguiseur, avec la pierre qu'on a l'habitude d'aiguiser dessus. Avec ça, on n'a pas le droit. Je peux faire ça de façon amatrice, qui va juste l'aiguiser sur un bout de bois ou un bout de pierre. Ça, j'ai le droit, mais quand même, il conclut qu'on n'a pas le droit d'enseigner au grand public cette halakha-là. C'est une halakha qu'il faut la garder restreinte, qu'on a le droit de déguiser le couteau juste sur du bois de façon amateur et pas de façon professionnelle. Mais dans quel cas est-ce qu'on a le droit de déguiser le couteau? A priori, vous avez posé la question, mais on vient de dire que c'est interdit de réparer des ustensiles, même le moindre chose. Déguiser un couteau, c'est considéré comme réparer, parce que je répare le couteau. On n'a pas le droit de faire metaken kli, de réparer un ustensile pendant Shabbat ou Yom Tov. Alors c'est pour ça qu'il vient préciser, il dit attention. Bamet dvarim amorim, besheyichola lachtoch bedocha koshin nivgeta. אבל אם אינה יכולה לחתוך כלל, אין השחיזתה אפילו על העץ, שמבוא להשחיזה משחזת. Si le couteau, il pouvait couper un peu, c'est juste que je veux un peu l'arranger. Mais s'il ne pouvait pas couper du tout, je n'ai pas le droit de déguiser d'aucune forme. Même pas de façon amateur. ובפני זה אסור לראות סכין מהארץ ביום טוב שמא תהיה פגומה, אבל ביום הללו אסור לשחוט בה, משום כמתי לחדדה למשחזת, לאחר שראה סכין לעצמו, רז משילה לה מהארץ. Yom Tov, on a dit qu'on a le droit de faire la shrita, on a déjà vu ça tout au début, dans le premier chapitre des lois de Yom Tov, premier et deuxième chapitre, mais on n'a pas le droit de contrôler le couteau. Est-ce qu'il est caché ou pas? Pourquoi? Parce que si on va contrôler le couteau d'une personne qui est ignorante, alors si on va dire le couteau n'est pas assez aiguisé, pour faire la shrita, le couteau par shrita, la Torah veut que ce soit vraiment aiguisé à 100%, que la bête elle souffle le minimum. Alors il va déguiser pendant Yom Tov, il va dire, de toute façon j'ai le droit de faire la shrita, j'ai le droit aussi de faire tout ce qui va avec, tout ce qui prépare la shrita, y compris déguiser le couteau. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de contrôler le couteau d'un amaharet, le couteau d'un ignorant, le jour de Yom Tov. Un chacham, un sage que lui connaît bien, il maîtrise bien cette halakha, il sait qu'il n'aura pas le droit de déguiser. Alors, s'il a contrôlé un couteau tout seul, pour soi-même, il peut s'en servir. Il peut aussi le prêter, parce qu'on a le droit de contrôler, de voir le couteau. Le seul problème, c'est de ne pas le contrôler et de ne pas rendre le verdict à une personne qu'on a la crainte qu'il va négliger l'interdit de ne pas aiguiser le jour de Yom Tov. Et la 10e halakha, en mevakim etzim beyom tov lo bakurdum lo bamagan velo במגירה, אלא בקופיס בצד אחד שלו, אבל לא בצד האחד לפני שהוא כקורדום. Alors,
on va rentrer ici dans une halakha qui est très intéressante parce qu'il y a ici une nuance. On a fixé la halakha au juste milieu. On va voir tout de suite comment ça va fixer au juste milieu. La halakha dit la chose suivante, on n'a pas le droit de fendre du bois pendant un jour de fête, ni avec une hache, ni avec une faucille ou une scie. Alors, si on a vraiment besoin de couper du bois, on peut prendre un grand couteau de boucher. Avec le couteau qui est aiguisé, on peut un peu casser le bois avec. C'est-à-dire, on va pas aller très loin avec ça, mais bon, si j'ai un gros morceau, je peux un peu aller dessus et taper, casser le morceau en deux. Alors pourquoi? C'est permis ou c'est interdit? Alors, le rabbin m'explique. J'élabore un peu ce qui est difficile à voir ici. Si c'est permis, il fallait permettre même avec une hache. Et si c'est interdit, pourquoi est-ce qu'avec un gros couteau de boucher, tu as le droit? C'est ce que le rabbin vient répondre. ולמה אסרו בקורדום וחיות צדו? כדי שלא יעשה את שעושה בחול, שאפשר הרעיון לו לבקע בערב יום טוב. ולמה לא נעשה בקבוע כלל? מפני שאפשר שיפגע בעץ עבה ולא יכול להעבירו ויימנע מלבשל, ולפיכך התירו לבקע בשינוי. וכל הדברים הדומים לזה, מזאתם התירו בהן מה שהתירו, ואסרו מה שעשו. Alors de base, les Chachamim voulaient interdire entièrement de ne pas couper du bois Yom Tov. On parle ici du bois qui est déjà déraciné. On pas ici de tolèche, du bois qui est déjà déraciné, mais je veux couper le bois, un gros morceau, un petit morceau pour pouvoir le mettre dans le feu. De base, il fallait l'interdire entièrement parce que tu pouvais très bien le faire avant la fête. On a déjà dit la règle que chaque chose qui est possible de faire avant le Yom Tov, on n'a aucune permission de le faire pendant Yom Tov. Il fallait le faire bien avant. Mais de l'autre part, si je vais être trop strict dessus, et je vais dire non, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de couper du bois du tout, on pourrait être perdant. Parce que Yom Tov, on a le droit et on encourage la personne de cuire pour Yom Tov. Et il va arriver pendant Yom Tov, il va vouloir remplir le four avec les différents morceaux de bois, et il va se rendre compte, mince, il y a un morceau de bois qui est trop épais. Le feu ne le prend pas. Alors il va s'empêcher de la joie de Yom Tov. C'est pour ça qu'on a dit, il faut quand même laisser quelque chose. Il faut laisser une option de pouvoir, difficilement, mais de pouvoir finalement couper un morceau de bois, de peur qu'on ait un morceau de bois qu'on a déjà coupé, mais qui était trop grand pour le four et trop grand pour le feu pendant le jour de Yom Tov. Alors, on va ensuite poursuivre la halakha 11. לא תיכנס אישה לבין העצים ליטול מהן אוד בקצות בו וזוכר את הכתרה לא תטלת במקת שבקורה תתיר לטפל עצים יום טוב אלא להסקה בלבד. Alors, on n'a pas le droit de marcher entre des tas de bois pour chercher une branche pour pouvoir griller dessus. Il faut vraiment avoir le bois qu'on a qui est dédié et qui est mis de côté pour pouvoir cuire avec. Sinon, ça reste moucté. הלכה י"ב, מזרקים תריסי חנויות מחזירים אותם ביום טוב כדי שיוציא תקלים שצריך להם מן החנות ולא יימנע בשמחת יום טוב ובאמת בממורים ושיש להם ציר באמצע ויש להם ציר מן הצד אסור וזרע שמא יתקע ושאין להם ציר כל עיקר אפילו בבית מותר להחזיר. Alors dans l'halakha 12, on dit qu'on peut un jour de fête lever les volets des magasins et de les rabattre pour prendre des épices qu'on a besoin de récupérer dans le magasin. Alors, il rentre aussi dans un certain détail qui était très courant avec les volets de l'époque. Il y a certains endroits dans lesquels c'est toujours courant dans les volets. Dans certains endroits, en Amérique, dans certains quartiers, on voit ce type de volet décrit dans cette halakha. Et la halakha nous dit que lorsqu'on prend le volet, alors on a le droit de l'ouvrir et de le fermer. Le volet lui-même, il n'y a aucun problème. Le problème, il rentre dans un autre détail. Le problème, il rentre avec les gonds du volet. Si c'est des volets qui rentrent et qui se bloquent dans un certain gond, alors là, on n'a pas le droit de l'ouvrir et de le fermer si j'ai pas de besoin direct.
de ça pendant le jour du Yom Tov. Parce que ça peut être considéré comme fermer un ustensile. Et donc, je suis en train de fermer, de constituer un ustensile, le volet, ou bien je décompose le volet. Ça, c'est une halakha très spécifique qui est liée avec les gonds des volets. Pas avec les gonds des portes et pas avec les gonds de quoi que ce soit. Mais les volets des magasins, c'est une chose que normalement, j'étais censé avoir tous les épices chez moi. Et là, je vais aller ouvrir spécialement le magasin. Alors, si le gond, il est là, et que je vais rentrer la chose je vais rentrer le volet dans les gonds, alors on n'a pas le droit de claquer les volets dans les gonds pendant le jour de Yom Tov. De toutes les façons, dans la vie courante, on ne va pas dans le magasin Yom Tov. Alors, vous avez posé la question comment est-ce qu'on peut rentrer dans le magasin? Si c'est un magasin avec un vendeur, comment est-ce que je vais faire pour acheter Yom Tov? Alors, il y en a un qui dit que si on a besoin d'acheter quelque chose et que je connaissais le vendeur, il est prêt à me donner sans me fixer de prix. Il me donne et après on va s'arranger ensemble. Alors, si j'ai besoin de ces aliments pour le Yom Tov, j'ai le droit de les prendre parce que c'est pas considéré comme une vraie vente. Je ne peux pas fixer de prix ensemble, juste donner sans même mesurer. On a donné, voilà, je te donne, je te remplis ce sac, je te remplis ce verre, je te remplis cette bouteille. Donc, j'ai pas pris de mesure spécifique, j'ai pas fixé de prix. Ça n'a pris ni mesure ni prix fixe. C'est permis pendant le jour du Yom Tov pour les besoins du Yom Tov. Kelim shel mefutzalim, כמנורה ושל חוליות, וכיסא משולחן של חתיכות, מביאים אותם ביום טוב, והוא שלא יתקע, שאין מניין בכלים. העניינים של בית הכיסא, מותר לצאתם ביום טוב, ועניין הרי הוא, שכבודו לא גזרו. Alors, on a commencé à parler dans la 12e halakha, c'est une nouvelle notion pour beaucoup de personnes qui apprennent sur le chapitre de Rambam, parce que j'ai mentionné qu'on n'a pas le droit de construire et de terminer une certaine construction. Et donc, une porte, c'est une chose, mais quand je dois mettre ici et placer des volets. À l'époque, les volets, c'était pas une chose qui était collée dessus. Les volets d'aujourd'hui, rajouter les volets, c'est comme une porte. Voilà, je l'ouvre, ça reste ici et je le ferme. Mais si c'est vraiment toute une construction que je mets un volet et que je le clique dans des gonds et que je le ferme, alors c'est considéré comme une sorte de construction le jour de Yom Tov. Ça, c'est le problème. Alors, il dit, dans la 13e halakha, le contraste de cela, c'est par contre, si ce sont des ustensiles qui sont faits de pièces détachables, par exemple, une menorah avec des pièces différentes, une chaise ou une table qui a des pièces différentes, alors c'est permis de le constituer et de déconstituer pendant le jour du Yom Tov, vu qu'il n'y a pas de vraie construction dans les ustensiles. Lorsque je viens avant le cas du volet, c'était finalement comme fermer un mur. On avait le magasin qui était ouvert et je viens fermer un mur le jour du Yom Tov. Donc c'est comme si je construisais ce mur-là. C'est pas comme une porte que j'ouvre et que ça reste ici. C'était un mur que j'enlevais, un mur que je remettais. Ça, c'était l'image de l'exemple. Mais par contre, s'il y a des ustensiles, il n'y a pas de vraie construction dans les ustensiles. Construction, c'est construire quelque chose à terre. Le Rambam pose quand même une seule condition, que l'ustensile, il ne faut pas le fermer fermement, il faut juste le poser ensemble. Mais s'il faut serrer différents morceaux dans les pièces détachables, il ne faut pas le faire le jour du Yom Tov. Le dernier détail de cette halakha-là, c'est des pierres qui se servaient comme lieu d'aisance pour les toilettes. Alors, c'est comme une construction temporaire, et donc on n'a pas interdit ça pour le kavod à Adam, pour le kavod de la personne. halakha 14, c'est מדורה ביום טוב כשהוא עורך העצים, אין מניח זה על זה עד שיסדר המערכה, לפני שנראה כבונה, אף על פי שהוא בניין ארעי. אסור, אלא או שופך העצים בערבוב או בשינוי, כתב מניח עץ למעלה, מניח תחתיו, אחר תחתיו עד שמגיע לארץ. Celui qui veut faire un feu, alors il ne faut pas qu'il construise et qu'il mette ici les bois. Voilà, je mets les bois en bas, ensuite je vais construire toute une tour de bois, comme on a l'habitude de faire avec grand-mère par exemple. Parce que ça, c'est une forme de construction, une forme de binyan. C'est ce qui est interdit Yom Tov. Il faut qu'il les mette de façon différente avec un chinouille, ou bien il les met
en façon balagan, il les met il les met sans construire quelque chose de beau, sans construire une vraie tour, il met des hirvouv en désordre. Alors là, la 15, וכן הגדרה אוחז אותה ומכניס האבנים תחתיה, אבל לא ינחן הרגל באבנים, וכן יותר יוחז בקרשים למעלה, מכניס הרגליים תחתיהן, אפילו ביצים לא יעמיד אותן שורה על גבי שורה, עד שיעמדו כמו מגדל, אלא ישנה ויתחיל ממעלה למטה, לכן כתוב הזה צריך שיטות. Alors tout ce qui veut placer une chose sur l'autre, alors il ne faut pas qu'il le fasse comme une construction. Voilà, je mets ici, même des œufs. Il ne faut pas faire une tour des œufs pendant Yom Tov, pas construire des tours. Alors, si on a besoin d'empiler des choses, il faut le mettre sans essayer de construire une tour droite, parce que ça peut être considéré comme une construction. C'est l'image de Melechet Bonen, de construire. Donc on fait avec un chinouille, on le fait autrement. Je mets tout d'abord un peu en haut, et après j'arrive, je rajoute encore un morceau en bas, donc je place un morceau, je mets un deuxième morceau et je le mets en dessous, je soulève un peu, je mets en dessous, etc., etc. Dans le désordre, mais pas comme une construction normale. Tout ça pour s'éloigner de l'image de ce qui est bonnet, la melacha de construire. Alors, 16, Messirin zvubin aniklim bebema, afalpi she'en osin chabura, ואין מעלדין את הבמה ביום טוב, אבל מסעדין כתוב אחרי בבלד שלא יתפול לארץ, ונפח לו בחותמו ונותן דת לתחפיף. הייתה בהמה טהורה, ורחקת הבלם, מותר לדלת ושגייתה עליו, ונותן בול מלח וחמה, כדי שתרחם עליו. והטמאה אסור לעשות בה כן, לפי שאינה צריכה. המלאך 16 rentre ici dans un autre détail, et c'est que est-ce qu'on a le droit de s'occuper des animaux pendant Yom Tov? C'est assez limité. Parce que Yom Tov, on a le droit de s'occuper de Melechet Ochel Nefesh pour que nous puissions manger. Mais est-ce que c'est permis de faire tout ce qu'il faut faire pour les animaux? Alors il dit, premièrement, oui, on a le droit de faire pas mal de choses. Par exemple, on a le droit de retirer et de renvoyer les différents zvuvim. Donc s'il y a des mouches qui sont attachées sur la peau d'une bête, on a le droit de retirer ces mouches. Malgré que les mouches, des fois, elles s'accrochent vraiment bien. Et lorsque je vais retirer les mouches, ça va faire un peu saigner l'animal, mais c'est pour le bien de l'animal que je retire ces mouches. J'ai le droit de les enlever. Malgré que Shabbat et Yom Tov, c'est interdit de créer une chaboura, c'est interdit de faire une plaie. Mais si je n'ai pas l'intention de faire la plaie se fait par les mouches, sans mon intention. Donc, on a le droit de retirer ces mouches, même si en enlevant les mouches, ça va faire ici une plaie. Est-ce qu'on a le droit d'aider, d'enfanter une bête? Alors, on n'a pas le droit d'enfanter, mais on a le droit d'aider, et donc, on peut récupérer le veau qui sort pour pas qu'il tombe par terre, et on peut ensuite aider à rentrer les mamelles dans la bouche du veau. Si des fois ça arrive que les animaux, lorsqu'ils donnent naissance, ils s'éloignent un peu des enfants, et alors si la vache ne veut pas allaiter le veau, alors c'est permis de répandre du placenta sur le veau, et mettre une poignée de sel dans la matrice de la maman pour qu'elle ait pitié de lui. Donc tout ça c'est parce que Yom Tov, il y a quand même une certaine utilité de manger qui pourrait sortir de cela, vu qu'il s'agit ici d'une bête qui est pure, une bête qui serait donc consommable. Donc à l'opposé d'une bête qui est impure, que je n'ai pas le droit d'être proactif dans ces différents détails. Elle a 17, s'il y a un ustensile qui est impur Yom Tov, est-ce que j'ai le droit de le mettre au mikvé? Alors, si c'est impur depuis avant Yom Tov, on n'a pas le droit de le tremper dans le mikvé Yom Tov, parce qu'il fallait le faire avant. Alors, il y a deux façons comment un ustensile qui devait être mis au mikvé avant Yom Tov pourra néanmoins être mis au mikvé pendant Yom Tov. La première, c'est si j'ai de l'eau qui s'est rendue impure, qui est dans l'ustensile, et je veux purifier l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour purifier de l'eau? Purifier un ustensile, je comprends. Je
je prends l'ustensile, je le trempe dans le mikvé. Mais si j'ai de l'eau qui est devenue impure, j'ai un mort qui a touché de l'eau, je veux purifier l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour purifier de l'eau? Alors, purifier l'eau, si j'ai l'eau qui est remplie dans un ustensile, il suffit que je rentre l'ustensile dans le mikvé, et dès qu'il y a l'eau du mikvé qui recouvre et qui touche entièrement l'eau qui est dans l'ustensile, l'eau devient pure. Alors, dans ce cas-là, si je voulais rendre pure, je voulais purifier l'eau qui était dans l'ustensile, je le mets dans le mikvé, alors automatiquement, l'ustensile aussi va devenir pur. C'est-à-dire, si je veux juste tremper l'ustensile pour le purifier, et c'était déjà impur avant Yom Tov, c'est interdit, il fallait le faire avant. Mais si j'ai de l'eau qui est dedans, et je veux consommer cette eau pendant Yom Tov, j'ai le droit de purifier l'eau, et de facto, j'aurais également l'ustensile qui serait pur. Également, si c'était déjà pur, mais je voulais juste le purifier encore plus, parce que pour le Kodesh, si on veut le ramener pour un sacrifice, on veut mettre le sacrifice dedans, c'est encore plus pur. Mais c'était déjà pur de base. J'ai le droit de mettre dans le mikvé pour la purifier davantage pendant le jour de Yom Tov. Maintenant, si c'est devenu impur pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Halakha suivante, halakha 18. Kli shenitma b'Yom Tov, g'mazmin oto b'Yom Tov, g'makli b'mashkil she'tme'in, she'nvlad atuma b'erev Yom Tov, g'mazmin oto b'Yom Tov, לפי שהוא טהור מן התורה, כמו שדיבר במקומו. מדלין בדלי טמא, והוא טהור מאליו, מידה שאין לבגדים להחליף מערמת וטובלת בבגדיה. Un ustensile qui est devenu impur pendant Yom Tov, évidemment, dans le droit de purifier Yom Tov, c'est-à-dire que dans le fond, c'est pas interdit de mettre quelque chose dans le Yom Tov. C'est juste, si c'est impur avant Yom Tov, fais-le avant. C'est impur pendant Yom Tov, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Une question qui pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une femme qui est nida et qui n'avait pas d'autres vêtements de rechange? Alors, bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche des vêtements s'ils sont purs ou impurs? Alors aujourd'hui, la femme nida, c'est seulement elle qui va dans le mikvé et il n'y a pas toutes ces lois qui sont liées avec la pureté des vêtements. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une autre degré de loi de pureté et d'impureté qui était beaucoup plus strict dessus. Si tu touches un mort, genre, tu rentres dans le cimetière, etc., c'était pas seulement la personne, ça pouvait aller même sur les vêtements, etc. Alors dans ce cas-là, à l'époque de Beth Amikdash, les vêtements qu'une femme nida portait, il faut aussi qu'ils se purifient. Mais si c'était déjà impur depuis avant Yom Tov, et elle n'a pas d'autres vêtements, alors elle pourra aller au mikvé, voilà. Maintenant c'est le soir qu'elle peut aller au mikvé déjà, mais elle aura toujours des vêtements qui seraient impurs. Alors le Rambam dit, j'ai une solution. Elle peut rentrer au mikvé avec les vêtements, et comme ça, les vêtements aussi vont devenir purs. Et après, on peut enlever ces vêtements-là, ils sont déjà devenus purs, ils sont devenus purs avec elle de facto. Parce que de base, on n'a pas le droit de purifier explicitement des ustensiles qui avaient pu être purifiés avant Yom Tov. Alors, la halakha 19, maintenant, toutes les lois du business, donc c'est des halakhot qui sont juifs pour les juifs, la halakha du business. דברים רבים עשו ביום טוב משום גזירת מקח וממכר, כיצד? אין פוסקים דמים כתחילה על הבהמה ביום טוב, ויש להם מביא שתי בהמות שוות זו לזו, ושוחטים את אחת מהן וחלקים ביניהן, ולמחר יודעים כמה דמי השנייה, וכל אחד ואחד נותן דמי חלקו. וכשאין מחלקים ביניהן, לא יאמר זה אני בסלע ואתה בשתיים, שנזכיר שם דמים נותן שליש ונותן רביעייה. On a interdit plusieurs choses Yom Tov pour éviter qu'on arrive à faire des transactions commerciales. Par exemple, je vais acheter une bête, alors on voit dans le marché, on a deux bêtes qui sont similaires. Voilà, moi je te prends celle-ci, et le lendemain on va venir, on va évaluer exactement la valeur de l'autre, et c'est ça ce que je vais payer. Quand on divise quelque chose, il ne faut jamais mentionner, voilà, moi je prends avec telle valeur d'argent, avec telle pièce, avec une celle-là, et toi tu prends avec l'autre, parce qu'on ne mentionne jamais jamais des chiffres pendant Yom Tov, seulement moi je prends un tiers, toi tu prends un quart, etc. Et la halakha 20, כשמחלקים, לא ישקלו במאזניים שמשליכים לכף מאזניים כל עיקר, אפילו ייתן בו בשר לשומרון לעכברים, אסור אם המאזניים תלויים מפני שנראה כשוקל בכף מאזניים. בחומן אסור לשקול בידו, ואסור לשקול בכלים מלא מים, ואין מתאים לחלשים על המעלות, העתיד לחלשים על הבשר הקדשים, ביום טוב ותכוון למצווה. Lorsqu'on divise quelque chose, on n'a pas le droit de le faire avec un pesoir, donc à cause de ça, on n'a même pas le droit de peser la viande dans le pesoir, même si ce n'est pas pour peser, parce qu'on dirait qu'il est au point de peser.
un tabarouman, si le boucher il est expert, il peut peser avec ses mains, alors il n'a pas le droit de peser avec ses mains non plus. On n'a pas le droit de, de tirer au sort pour des morceaux de viande, mais on peut tirer au sort pour la viande qui était consacrée un jour de fête pour chérir la mitzvah. La viande, il y a malacha, lo yama adam, la tabak, ten bedina basar, et ten chelek o chatsi chelek. Lorsque je viens acheter chez le boucher, je ne veux pas dire donne-moi de la viande pour la valeur d'une pièce d'un dinar, seulement donne-moi un morceau et après on se débrouille. Je peux même prendre un ustensile qui est fait pour mesurer. J'ai un ustensile qui est fait pour mesurer, voilà, c'est un ustensile, c'est écrit, voilà, 200 mg, 500 en litres plutôt, bon, 500 millilitres, 1 litre. C'est un ustensile qui est fait pour mesurer. Tant que je ne mentionne pas la mesure, c'est permis. Je lui dis, voilà, remplis-moi tout, remplis-moi la moitié. Et après, on va voir la moitié, c'est quoi? C'est 500 mg, 500 millilitres. On va te payer pour 500 millilitres de cette valeur. La halakha 22, לחתום מדד תפנים לפני הגזירה, אפילו שיש להסיט תבשילו, אבל האישה לא תעמוד חלק לעיסה, לכמה נתן סוהרים של בנתו, למשל ולתמדה. Est-ce que j'ai le droit de mesurer des ingrédients le jour du Yom Tov? Alors dit le Ramban que ça dépend qui. Le boulanger peut mesurer les épices parce que quand tu fais en grande quantité, si tu ne mesures pas, tu as le risque de vraiment tout perdre tout le plat, tout l'aliment. Tandis que si c'est une personne qui fait chez lui à la maison, artisanale, alors évalue et c'est bon, tu vas te débrouiller. Et donc là, tu n'as pas le droit de mesurer. Pourquoi? Tout ça, c'est à cause de Gzerat Mekar Vavkar pour s'éloigner de tout ce qui ressemble à des transactions commerciales. Donc vraiment, quand on n'a pas le choix, on peut mesurer. Voilà, je vais rentrer exactement 200 mg et sinon 200 millilitres, je vais rentrer telle mesure. Mais tant qu'il n'y a pas cette obligation, cette nécessité, comme par exemple pour le nartan, pour le boulanger professionnel, s'il n'y a pas une vraie nécessité, je ne le fais pas. ההלכה והחם קימל, מותר לקח לכם גוונים, ביצים וגוזים במניין, וכן כזמנים, ובלבד שלזכור השם דמים, בסכום מניין קצת סכום מניין, שנשאר בו 10 רימונים, 10 גוזים, למעלה לו ביום טוב, תראה 10 כדי שיהיה לך אצלי 20, ועל כך סתם לך עושה חשבון. J'ai le droit de mentionner combien je prends. Je prends 10 œufs, 12 œufs, etc. Mais jamais de dire combien ça mesure, combien ça pèse, et jamais de dire combien ça coûte. הלכה אחת בלד, הולך אדם רואה הרגיל אצלו, רואה אצל הפתם הרגיל אצלו, ולקח לנו בעיניו ועופות, כל מה שירצה, ויש לזכור לו שם דמים, ולא סכום עניין. Il peut même se rendre, il peut se rendre chez le marchand, chez le berger, chez l'éleveur auquel il est déjà habitué, tout prendre, mais jamais sans mentionner l'argent ou bien le compte exact. 25. הלוואת יום טוב תבין אותה בדין, שאם תאמר, לא ניתן לתבע, אלא נותן לו כלום, ניתן נמנע משמחת יום טוב. Tandis que finalement une personne qui a pris quelque chose Yom Tov, bien sûr, c'est une chose qui est réclamable dans le tribunal, parce que si on aurait dit que c'est pas vraiment réclamable, c'est juste voilà, on s'arrange à peu près. Alors, après Yom Tov, il faut vraiment bien régler les comptes, des bons comptes font des bons amis, et on a même dit aussi une chose très, très intelligente et très pratique. Si on n'a pas le droit de vraiment réclamer après Yom Tov, ça va faire un grand problème, ça va faire que les gens ils ne voudraient plus rien prêter et plus rien donner sur crédit le jour du Yom Tov. Et donc on s'arrange. Je te prends, on ne mentionne pas, mais après, il faut être honnête et on peut même réclamer après un tov s'il n'est pas remboursé ce qu'il fallait. La dernière halakha de ce chapitre, halakha chavav, אף על פי שאין מגביהים תרומה ומעשרות ביום טוב כשבת, אם היו לו תרומות ומעשרות שהגביהן מאמש, אז מוליכן לכהן ביום טוב, צריך לומר, חלה זרוע לחיין בקבע שמוליכן לכהן ביום טוב. Yom Tov n'a pas le droit de prélever la trouma, le maaser, les différents dîmes et les différentes choses qu'il faut prélever. Il faut le prélever avant Yom Tov. Mais une fois que c'est prélevé, j'ai le droit de le transporter et de les apporter au Kohen le jour même. Vegaba et tzedaka, גובים מהחצות ביום טוב, מכריזים יותר שעושים לכל, וגובים מצינה, נותנים לתוך חיקן ומחלקים לכל שכונה ולשכונה בפני עצמם.
Alors, les responsables de la collecte de la tzedaka, ils peuvent prendre et récolter la tzedaka, de la nourriture de tous les habitants de chaque cour pendant Yom Tov. Mais ils ne font pas ça comme les jours de semaine dans lesquels on vient et qu'on annonce, voilà, je suis venu récolter la tzedaka. À l'époque, ils ne donnaient pas seulement de l'argent, ils donnaient également du manger. Voilà, il me reste 5 euros de la journée, il me reste 2 pains, etc. Et ensuite, le soir, on allait le distribuer aux pauvres. Évidemment, Yom Tov également, les pauvres, ils ont besoin de manger, on peut ramasser Yom Tov, mais il faut le faire d'une façon, dans l'esprit de Yom Tov, sans faire des annonces, on vient ramasser, mais discrètement, on vient, on ramasse, et ensuite, on les distribue à chacun. Et ça aussi de façon discrète à chaque quartier, séparément. Après, en Chazak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.